What is up, family? We have another Patreon request. The great review. 1 hour. Part 1, Part 2. This time I mean it because I know what time it is, and I'm not gonna make it. What video games learned from cinema is learned. What video games learned from cinema? What video games? The great review. Bon. Let's go. Let's do it. Let's do it. Les films, c'est cool. Yes. C'est bon, jusque-là, j'ai perdu personne. Mais parler visuellement dans les films, c'est encore nettement mieux. Le cinéma est riche parce que les bons réals lisent un script dans lequel il y a marqué « Ok, il y a un gosse dans un hôtel et l'ambiance est glauque » et ils comprennent que leur job, c'est de trouver la moquette la plus malaisante jamais cousue et de penser à le filmer d'en haut pour qu'on ait l'impression qu'il est observé. Et mon personnage qui est rongé par les horreurs de la guerre, il n'y a plus rien de bon à l'intérieur de lui, juste des ténèbres, j'ai pas besoin de te le dire, ça se voit. Et Cobb, il pourrait nous faire un monologue « Oh, suis-je sorti du monde des rêves ?» Great movie. Oh, so good. One of my favorites. Je ne sais pas trop, mais peut-être que juste... Tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente et on en était arrivé à la conclusion que, au cinéma, ce délire de parler avec des images, c'est si important que c'en est presque une question d'identité. Wow. Genre peut-être que ton film il est absolument passionnant, mais si on peut retirer l'image et c'est pas une catastrophe absolue, un mec relou pourrait débarquer et te demander si c'est vraiment un film que t'as fait. Ceci dit, si c'est bon pour le cinéma, c'est bon pour n'importe quel art où on regarde ce qui se passe. Et donc immédiatement la question importante c'est cette règle incroyable de montrer à plus d'impact que dire. Comment est-ce que je fais pour l'appliquer ailleurs ? Yeah. Games today are unbelievable. L'idée est vachement cool, hein. Laissez-moi juste vous illustrer l'énorme problème qu'on a avec un exemple. Ok, il y a quelques années, Bandai Namco était en train de terminer Ace Combat 7, le jeu avec les avions. Ça se passait très bien, juste ils trouvaient qu'à un moment dans leur campagne, il manquait un truc. Mission 19, ok. Le joueur doit flinguer un Arsenal Bird. Imaginez un porte-avions de 1 km de large, dans les airs, qui balade pas des avions mais des drones, et il n'y a pas un seul pilote à bord parce que tout est géré par IA. Et il a surtout une espèce de bouclier magique qui peut tout arrêter. Bref, mission 19, vous devez flinguer ça avec ça. La mission est incroyable, mais le directeur trouve qu'il manque quelque chose et donc il se retourne vers son compositeur, Kobayashi, qui est un être humain absolument exceptionnel, et il lui dit « Kobayashi, fais-moi une musique qui ira bien sur la mission ». Kobayashi dit « Je vais te faire une musique hors du commun ». C'est un des rares, très rares cas où un jeu qui était prêt a été retardé parce qu'on attendait une musique. Mais ils ont raison, parce que Kobayashi est un être humain absolument exceptionnel et il leur sort un son qui s'appelle Daredevil, qui est super connu maintenant, et peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que non, c'est la musique de fou qui fait If you don't hear any music right now, or you're like, that's not what the music sounds like, take a guess why. Just telling you, just letting you know. Ils ont reçu la musique, évidemment elle était hors du commun, et ils ont fait un vrai travail de metteur en scène. Ils se sont dit on va entourer l'Arsenal Bird de nuages, comme ça le joueur sort des nuages et tombe nez à nez avec la bestiole, et là il y a 3 secondes de doute horrible en mode est-ce que mes potes vont réussir à faire tomber le bouclier? Et au moment où le bouclier tombe, on met le drop de la musique, et la scène est absolument phénoménale. Voilà à quoi ça ressemble quand tout se passe bien. Et voilà à quoi ça ressemble dans 90% des parties. Et là, normalement, tout le monde voit pourquoi c'est un enfer de faire de la mise en scène dans un jeu vidéo. Comment on est censé montrer de belles scènes à un idiot qui, de toute façon, se barre avec la caméra? Aucun réalisateur pourrait faire son travail si chaque spectateur lui prenait la caméra des mains en lui disant qu'il veut regarder ailleurs. Et pourtant, c'est ce qu'on essaye de faire dans les jeux vidéo. La tâche est absurde. Et c'est même pas
c'est même pas notre seul problème. Non seulement il se barre avec la caméra, mais c'est pas comme s'il allait s'en servir de façon esthétique, elle lui sert juste à voir ce qui se passe. Réalisez que pendant que tous les angles sont autorisés au cinéma, nous on en est à classifier nos jeux en fonction du seul angle auquel on va avoir droit dans ce jeu-là. That's true. Angle qu'on aura choisi dans un grand total de 4. Tous les jeux vidéo que vous ferez dans votre vie seront dans un de ces 4 angles. Ça rend la caméra de jeu vidéo si statique, si immobile que si tu veux faire un clin d'œil au jeu vidéo dans le cinéma, comment tu fais? Tu fous la caméra sur un personnage et tu lui interdis de changer d'angle. That's true. On est passé d'un art où la caméra est tellement libre que je peux faire une blague juste en la bougeant, à un monde où elle est juste un outil pour finir un niveau. Rien a le droit de se mettre en travers du gameplay. Le jour où pour la première fois quelqu'un a écrit un programme dans lequel certaines actions mènent à la victoire et d'autres à la défaite, on a gagné la possibilité de jouer et aucune tentative artistique n'a le droit de venir gêner ça, aucune. Donc si on veut quand même foutre cette incroyable magie du cinéma dans le jeu vidéo, va falloir ruser comme jamais. Ok, méthode numéro 1, faire quelque chose qui se voit peu importe ce que fait la caméra. Spec Ops The Line commence sur cette image, qui est magnifique déjà, mais surtout orange, très orange. Tout le début du jeu est orange. C'est des couleurs très chaudes, très énervées parce que tout le monde est heureux à ce moment-là, tout le monde est hype, c'est le début de la mission, on va sauver tout le monde, vive les guns, vive l'Amérique, vive la démocratie, tout ça. Et puis, quand le ton commence à embrayer sur il n'y a rien qui se passe correctement dans cette mission et peut-être qu'on a commis des crimes de guerre, le orange est remplacé par le vert, du dégoût et de l'horreur. Et plus ça part en sucette, plus ce vert devient foncé, il finit par arriver dans le bleu sombre du fin fond de la dépression. Et c'est ce bleu qui peint toute la fin du jeu qui te fait comprendre qu'il n'y aura pas de fin heureuse à cette mission. Non. Il y a 1 milliard de façons imaginatives de faire ça. No Man's Sky a réussi à le faire d'une façon que j'avais jamais vue avant. Pas grand chose dit, tu arrives sur une planète extrêmement alien et extrêmement étrange, comme de se rendre compte qu'il n'y a que la lumière rouge qui traverse l'atmosphère. Look at that. Accessoirement, vous n'êtes pas obligé de repeindre des planètes entières ou des niveaux entiers. Hein. Vous voulez qu'un personnage ait l'air sérieux et agréable à regarder? Mettez-lui des couleurs complémentaires qui vont bien ensemble, comme le bleu et le jaune. Vous voulez que le joueur sache instantanément qu'un personnage est gaguesque? Mettez-lui des couleurs qui jurent. I have no idea what this is. Maintenant, un objet a une couleur particulière parce qu'il renvoie la lumière d'une façon particulière. Avant même de s'embêter à parler couleurs, parlons juste lumière. Ça fait des années que vous savez reconnaître à la quantité de lumière sur une image si un film est déprimant ou joyeux. Ok, voilà un jeu qui utilise la lumière d'une façon que même les films peuvent pas. Dans FF15, plus t'avances dans le jeu, plus les journées sont sombres et courtes. Tu commences, c'est l'été, c'est road trip, c'est la fête, il y a des grandes journées ensoleillées, tu termines, t'as l'impression d'être en hiver, tu te lèves à 10h, tu termines à 17h. C'est une catastrophe, c'est déprimant, et en plus c'est dangereux parce que la nuit est particulièrement risquée dans FF15. Ça marche parfaitement bien avec la narration, comme quoi le voyage devient de plus en plus dramatique, ça marche extrêmement bien. Sur le papier, c'était une super bonne idée, je ne leur en veux pas du tout d'avoir essayé. Maintenant, le seul souvenir que ça m'a laissé quand j'ai fait le jeu, c'est vous me cassez les burnes avec vos journées de 2 minutes. Je veux avoir le temps de faire plus que la moitié d'une quête avant de revenir au camp. Dans la pratique, ça ne marchait pas. Et c'est un très bon exemple de... c'est déjà dur de faire de la mise en scène, mais alors faire de la mise en scène sans empiéter sur le gameplay, c'est un cauchemar. So he's a big time gamer, huh? Also. J'ai personnellement jamais vu de balade à cheval plus esthétique que dans Shadow of the Colossus. Alors ouais, ça aide qu'il n'y ait pas de HUD et que les décors soient très ouverts, mais... More than Red Dead? Or Dead Red? Or Red Dead 2? Or what the hell is the name of that game? Red Dead? Dead Red? I forgot. C'est avant tout grâce au travail de caméra. Quand on monte à cheval, sur ce jeu, la caméra fait 3 choses. Elle s'éloigne du joueur, elle s'incline un petit peu vers le haut et surtout, elle balance le joueur tout en bas à droite. Ça veut dire qu'il est plus au milieu de l'image à attirer l'œil. Ça veut dire que le sujet principal de l'image, maintenant, c'est le paysage. Et c'est pour ça que ça rend aussi bien. Si ça rend aussi bien sur Shadow of the Colossus, pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose dans Assassin's Creed, Red Dead is what I meant. dans Red Dead ou dans Zelda? Ah. C'est parce que Shadow of the Colossus est un jeu bizarre, où il y a genre 5% de se battre avec des trucs de 30 mètres de haut et 95% de galoper sur une map où il y a personne. Tous les Sounds like fun. autres jeux dont on a parlé, c'est des jeux où on peut se faire attaquer, et si on est parqué en bas à droite de l'image, bah on peut pas se battre, et donc c'est un enfer. Journey pareil.
Journey, ils peuvent faire des plans de fou parce que de toute façon, rien va te sauter à la gueule. C'est des jeux qui profitent du calme. Ils profitent du fait que le gameplay est si peu exigeant que de toute façon, le joueur t'en voudra pas si tu fais n'importe quoi avec la caméra. Mais dans le cas de Journey et Shadow of the Colossus, c'est facile. C'est des jeux qui sont calmes du début à la fin. I've never played this game, but I imagine I wouldn't have the time even if I tried. But it looks like fun. What's that like? J'ai oublié. Dans 99% des jeux, il s'agit de guetter les 2 secondes et demie où ça va pas déranger le joueur. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est genre, il y a 2 secondes où il n'y a pas d'ennemis dans un donjon sur Lost Ark, hop, on fait un truc avec la caméra. Il y a une transition d'arène dans un jeu de versus fighting, tac, on fait un truc avec la caméra. Dans Skate Story, quand tu meurs, la caméra fait blom 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 comme pour donner l'impression que le caméraman s'est cassé la gueule en même temps que toi. C'est adorable et c'est super malin. La mort est une opportunité de fou. Pendant 3 secondes, le joueur trouve ça normal de pas tenir la caméra. Sniper, pareil. Tu peux pas me reprocher de faire un truc avec la caméra. Qu'est-ce que tu comptais faire d'autre dans le temps d'un tir? Et tous ces petits instants, on les remarque même pas, ils nous gênent pas parce que les studios sont devenus trop forts pour choisir les moments où de toute façon on regarde au lieu de jouer. Mais si vous faites gaffe et que vous les guettez, vous allez de plus en plus cramer tous ces petits moments où les devs se sont dit oh là il y a une ouverture, là il y a 3 secondes, on peut faire un truc. Ok, on va rentrer dans les méthodes de tryharder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe SimCity? I haven't played this in decades. si j'ai vraiment une image à faire passer, la couleur ça suffira pas, il faut que ça prenne plus que 3 secondes au milieu d'un combo. Certes, le joueur regarde où il veut, mais je peux aussi construire le niveau de façon à ce qu'il ait pas vraiment le choix. Ok, tu viens de lancer Mirror's Edge, et tu peux regarder... Oh, Mirror's Edge. Non, je connais pas. Où tu veux, c'est un problème. Mais aussi, je viens de te faire spawn sur une corniche de 30 cm de large. Donc vraiment, il y a un seul endroit où tu peux aller. Et je suis le dev, et là j'ai 2 minutes, parce que tu viens de lancer le jeu pour te convaincre qu'il est bien avant que tu retournes perdre ta vie sur League of Legends. Donc comme il n'y a qu'une seule route, de toute façon, cette vue incroyable sur la ville, avec les nuages au fond et l'impression de liberté, là, cette première vue sur la distance, tu vas la voir, quoi qu'il arrive. Et ensuite, je t'ai préparé un jump, et j'ai fait attention de bien dégager tout le paysage derrière pour qu'il soit aussi spectaculaire que possible. Là-dessus, j'ai que 2 choses à rajouter. Le slow motion, parce que tu vas comprendre que tu es censé regarder au lieu de jouer. Et la musique. Et t'as déjà tout eu en fait. Ça fait 30 secondes, ça fait legit 30 secondes que t'as lancé le jeu, t'as eu le parcours, t'as eu l'impression de liberté, t'as eu le décor. C'est l'une des intros les plus efficaces que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo en fait. Et tu ne pouvais pas rater le spectacle. Parce que le niveau entier était pensé pour. Tout un tas de scènes très célèbres ont été amenées comme ça, genre elles sont au milieu du couloir. Man, I'm starting to realize I haven't played any good games in a long time. This one looks good. Et t'es obligé de les voir, la girafe dans The Last of Us par exemple. The Last of Us. Dude, that looks awesome. Ou la femme penchée sur son berceau dans BioShock, ça c'est un plan de fou. Et c'est aussi une exposition incroyable. Avec ce plan, plus le plan que vous aurez une fois que vous aurez vu ce qu'il y a dans le berceau, vous savez déjà à quel point la ville est partie dans la folie. Mais s'il y a une franchise qui a pas peur de voir les choses en grand et de te faire exactement cette même chose mais à l'échelle d'un niveau tout entier, c'est Code. Call of Duty, baby. Code, ils ont dépassé l'étape de foutre des animaux aux fenêtres et de projeter des ombres sur les murs. Ils veulent t'envoyer une image de fou dans la figure qui va te laisser une claque. Et bah ils sont prêts à construire la moitié d'un niveau pour ça. N'importe quel passage d'une campagne de Code pourrait servir à illustrer comment tout a été placé avec attention et pour raconter des trucs. Mais du coup, j'ai juste choisi l'une de mes missions préférées. On démarre dans un bunker, on sait absolument pas où on est ni ce qu'il faut faire. Mais le jeu va nous le dire. On attrape notre première arme, on prend à droite, instantanément pile sur ce timing, on croise un soldat avec les yeux cramés et un autre qui transporte un blessé. Donc de toute évidence, c'est la sauce. Notez que chaque lumière dans ce couloir a été placée de façon à accentuer le fait que c'est la sauce. La première en bas à gauche, elle illumine des cadavres et les 2 suivantes, elles sont placées pour illuminer les soldats blessés sur les murs. D'ailleurs, je reviens en arrière une demi-seconde, mais si vous avez vu la pièce sur la droite au tout début, c'est parce qu'elle est illuminée. Pourquoi? Pour que vous voyez le soldat blessé sur le lit. Il y a de fait une pièce tout au fond à gauche qui est illuminée alors qu'il n'y a que 3 cartons dedans. Pourquoi? Pour essayer de générer un petit peu de curiosité chez vous, parce que si vous décidez de la fouiller, il y a un gun doré caché à l'intérieur. D'ailleurs, on est en train de regarder le remaster, vous constaterez que dans le jeu de base, il n'y avait pas de gun doré et donc la pièce n'était pas éclairée. Puis vous rejoignez votre équipe et tout ce qu'on vous dit c'est il y a des civils qu'on doit évacuer, la zone d'évacuation se fait attaquer, vous devez la défendre. Et qu'est-ce que vous voyez au fond, parfaitement aligné évidemment sur la sortie du bunker? Vous voyez le département du commerce. Et soudain c'est attendez une seconde. Look at the You know what? I didn't play this one either. Damn. I didn't play this one. It looks amazing. Et des fois que ce soit pas encore très clair dans quelle ville vous êtes, le premier tournant vers la gauche vous met. Don't worry. New computer coming soon.
I'll be able to eat this game alive while I stream it, while I play it, while I could do another video at the same time. I could do music video. I could do anything I want. That's how powerful the computer is that I'm building. Ooh, it's gonna be fun. Face au Washington Monument, qui est le truc le plus facile à reconnaître dans cette ville derrière la Maison Blanche. Et donc vous n'êtes pas dans une zone de guerre aléatoire au milieu du désert. Vous êtes en train de vous battre en plein cœur de la capitale. Et maintenant que vous... I did play this game. I remember this part. I did play it. Vous êtes pris la révélation, on vous met le petit message en bas à gauche qui confirme que c'est Washington. On envoie la musique de Hans Zimmer sur le plan dramatique du département du commerce et ça part. Incroyable. C'est le Capitole au fond. Évidemment, la première route qu'ils nous font prendre est parfaitement alignée pour nous faire voir le Capitole, mais surtout ce plan. Ce plan est absolument phénoménal. C'est la personnification de toutes les craintes des Américains depuis le début de la guerre froide. C'est Washington en flammes après une attaque des Russes. Et contrairement à la chute du bouclier dans Ace Combat, il n'y a aucune chance pour que vous ratiez ce plan et pour que vous perceviez pas l'importance émotionnelle de ce plan parce que tout à des kilomètres a été pensé pour. Parce qu'ils ont choisi que ça se passerait au moment du coucher du soleil pour que le bâtiment ressorte et pour que les flammes dans le fond de la ville ressortent aussi, comme ça vous savez que c'est la sauce partout. Et puis ils ont creusé le sol, ils nous font avancer dans des tranchées, ça relève le bâtiment par rapport à nous, il prend encore plus de place sur l'image et même pourquoi le département du commerce ? Ça aurait pu se passer n'importe où, sauf qu'il a le style bien pierre blanche, bien colonne, bien néoclassique des bâtiments administratifs de Washington. C'est le bâtiment le plus typiquement Washington à des kilomètres à la ronde. Tu le vois en sortant du bunker, tu reconnais la ville instantanément. Ouais. C'est dans les lignes directrices avec les faisceaux des projecteurs qui pointent vers le bâtiment. C'est parce qu'ils ont mis l'objectif à l'intérieur, c'est parce qu'ils ont mis les ennemis à l'intérieur. Généralement, on regarde dans la direction dans laquelle on nous tire dessus. Ils ont même filé des lance-roquettes aux Russes juste parce que les traînées se voient davantage et tu sais très bien qu'elles partent du bâtiment. Il y a un défaut dans cette scène absolument phénoménale, c'est que le Washington Monument, qui est censé être la confirmation de où tu es, il est pas assez éclairé, il se fond dans le fond du ciel sombre, et je sais pourquoi, enfin je soupçonne que je sais pourquoi, il n'y avait pas ce problème dans la version de 2009. C'est juste le remaster qui a oublié d'amener des projecteurs, et les nouveaux moteurs gèrent la lumière de façon beaucoup moins diffuse, les trucs sont beaucoup plus sombres à moins d'être directement éclairés, et je pense qu'ils se sont dit, on voit bien le monument dans la version du jeu de base, c'est pas la peine de s'inquiéter. Bon, je fais remarquer ça parce que je suis une sombre personne, mais ce que je voulais dire à la base, c'est que le travail sur cette scène est absolument phénoménal. Et surtout, ces gens qui ont compris qu'ils bossent dans un médium où ils n'ont pas le droit de tenir la caméra sont devenus des boss internationaux pour diriger le regard. Autre exemple ultra rapide venant d'une autre mission. Constatez comment les bombes soulèvent de la fumée en bas de la tour. Ce qui fait que vous ne voyez plus rien en bas, vous levez instinctivement le regard. Et donc vous avez le regard exactement au bon endroit quand la tour commence à tomber. C'est incroyable. Il n'y a probablement aucune bonne Most amazing Call of Duty game. raison pour que les hélicos américains arrivent de la direction de la zone qu'ils viennent de bombarder, qui était donc sous contrôle ennemi 5 secondes plus tôt. Mais s'ils arrivaient de derrière, vous auriez pas eu ce plan incroyable avec les hélicos et la tour Eiffel écrasée. Et on fait pas un reportage ici, on fait du cinéma. On aime beaucoup se moquer de code, mais très peu de franchises ont fait autant pour la crédibilité du jeu vidéo auprès du reste du monde. C'est eux qui ont fait réaliser à tout le monde que la machine avec les images sur laquelle les gosses sont scotchés dans le salon est capable de produire des scènes de films hollywoodiens sans jamais retirer la manette des mains du joueur. Et si soudain t'es capable de créer des scènes aussi belles, aussi immersives, aussi prenantes, tout en ayant ce sacro-saint pouvoir que le cinéma aura jamais de vraiment mettre le spectateur dans la scène, bah soudain c'est dur de dire que le jeu vidéo est pas ce qu'il y a de plus immersif comme art disponible. You know what I wonder? What is the cost to make one Call of Duty game? Ça coûte combien d'argent? I'm thinking like Avatar type money. Seriously, like big money. Like Grand Theft Auto series. What does it cost them to make that game? But Call of Duty, it's got to be up there. It's got to be up there. But they don't care, because the day they release it, they break even like in the first 3 hours. It's incredible. It really is, if you think about it. How popular these games have become. Right. Look at that. J'ai encore 2-3 trucs à dire sur Code, après je vous jure j'enchaîne. Déjà, oh, this scene was sick. Yeah, I remember this too. Comme il y a 10 ans, c'était les gens qui ramenaient le cinéma dans le jeu vidéo et qu'ils avaient vraiment des quantités stupides d'argent. C'est dans les niveaux de Code qu'on trouve beaucoup des trucs les plus intéressants faits avec des caméras dans le jeu vidéo. Genre par exemple, voilà un exemple de rare transition de angle du dessus à angle à la première personne en plein milieu d'un niveau, sans interruption du gameplay.
et ça marche. Par-dessus tous ces éléments visuels qui servent à amener de l'histoire, de l'émotion, une ambiance, il y a tout un niveau de complexité qu'on n'aborde même pas dans cette vidéo, c'est toutes les aides au gameplay, c'est tous les trucs visuels qui sont là pour que vous restiez pas bêtement coincé au milieu du niveau. On n'en parle pas, c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pour ça qu'on n'aborde pas les objets qui deviennent rouges pour que vous sachiez lesquels attraper, les murs peints en blanc pour que vous sachiez lesquels grimper, et on a fait une exception avec la lumière qui indique qu'il faut fouiller la pièce pour le gun doré, mais il y en avait plein, rien que dans cette séquence de Washington. Est-ce que vous avez remarqué ce dernier projecteur qui passe très exactement sur la porte par laquelle vous êtes censé rentrer dans le bâtiment? Et même, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on se perd pas dans ce bunker? Pourquoi l'action est parfaitement fluide, vous allez parfaitement vers la sortie, il n'y a pas de se perdre? C'est parce qu'une seconde après que vous ayez quitté la pièce dans laquelle vous êtes apparu, la première indication de direction que vous voyez, c'est cette lumière verte en bas à droite. Et c'est la même lumière verte qui vous attend au bout du couloir. Le chemin que vous devez prendre est jalonné en fait. Et même si vous vous dites pas consciemment, oh là là, ils veulent que je suive la lumière verte, inconsciemment vous savez. Inconsciemment, vous faites. He's so damn smart. The great review is 100% correct. Dans cette méthode, on jette au feu à peu près tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Il y a certains développeurs qui sont en mode bah j'ai tellement de trucs à montrer que je crois que je vais quand même reprendre la caméra en fait. Et je comprends bien les 4 angles, figer la caméra, tout ça, le confort du joueur, mais je vais quand même reprendre la caméra en fait. Et vous inquiétez pas, je montrerai les plans les plus beaux, mais je ferai aussi en sorte que ça gêne pas le joueur. Et je le ferai tellement bien qu'il n'y aura pas de soucis. C'est pas un truc que tu peux faire avec n'importe quel type de jeu, c'est un truc que tu peux faire dans un jeu à la 3ème personne parce que la 3ème personne This game looks sick too. What is this? a toujours été de loin le plus fluide des 4 angles. Genre, hey, tant qu'on voit à peu près ce qui se passe autour et que le personnage est grosso modo au centre de l'image, ça marche, c'est de la 3ème personne. Il n'empêche que c'est un travail de titan. Le meilleur exemple auquel je... God of War 3. Never played God of War, never played God of War 2, and definitely never played God of War 3. puisse possiblement penser là-dedans, c'est le niveau d'ouverture de God of War 3. Ça, c'est une dinguerie, ça. Look at that thing. Là, c'est le tout premier moment où on nous file les contrôles angle, bien large, bien écarté, parce que c'est le genre de jeu où on tabasse 30 personnes en même temps, il faut pouvoir bien voir, mais tout de suite après, il y a une légère cutscene où le titan éteint le feu sur son bras, donc il ouvre un passage. Et quand on revient dans la baston, soudainement, la caméra, elle reste plus aussi écartée, soudainement, elle s'approche du sol, et quand on bouge, elle se déplace avec nous pour bien mettre en valeur la route qu'on est censé prendre. Bon là, énorme gros plan sur Kratos, il est en train de soulever un arbre à main nue, ce serait dommage de rater ça. Dans le couloir, caméra plaquée au sol, pour vraiment donner cet effet de tunnel. On arrive au fond, clac, on braque à droite pour voir le titan qui arrive. Aussitôt qu'il est passé, on la ramène, on la rebraque vers l'avant, surtout on la repose au sol, parce qu'il faut voir la falaise maintenant, et surtout, il faut voir arriver le boss. Oh man! I'm getting very upset. I have missed a ton of good games. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin, j'allais dire jusqu'à la fin du niveau, ça va être comme ça jusqu'à la fin du jeu. À la fin du combat de boss, on se fait lancer contre une falaise. Quand on arrive en haut, la caméra elle se remet pas normalement, elle reste très près du sol parce qu'on a besoin de voir loin, parce qu'ils ont prévu qu'ils allaient mettre Hades au fond du plan. Et puis on prend la corniche, et la caméra elle te montre petit à petit ce qu'il y a de l'autre côté du gouffre. Tu étais concentré sur ça, tu te dis je me demande ce qui m'attend, en fait c'est un piège, c'est pour te surprendre parce que la bestiole arrive d'en bas. Oh, that's so cool. Puis tu arrives de l'autre That would have scared the shit out of me. I'm not gonna lie. côté de la corniche, et cette plateforme. Vous voyez qu'elle n'a pas de raison d'exister cette plateforme. Vous voyez que l'échelle pourrait juste descendre au niveau où est Kratos. Pourquoi elle existe? Elle existe pour pouvoir mettre les deux archers dessus. Parce que s'ils sont là, pour qu'on puisse bien les voir, ça leur donne un prétexte pour relever la caméra pour qu'on voit bien le titan qui est au fond. Donc ils ont rajouté une plateforme et deux archers qui n'ont rien à foutre là, juste pour réussir le plan sur le titan et que ça soit pas bizarre. Et puis tu grimpes, et t'arrives dans une zone, et la caméra reste sur le côté. Comme si c'était un platformer, comme si on jouait à Céleste. Pourquoi? Pour te faire comprendre que c'est une zone où t'es censé faire de la plateforme. Que pour se barrer, faut se balancer au crochet. Puis tu te balances au crochet, bam, t'arrives sur la falaise. Oh, this is a PlayStation game, isn't it? Et à chaque fois que t'avances, la caméra s'éloigne But it must have a PC game too. un tout petit peu de la falaise parce que le Look sujet at c'est that. de moins en moins est-ce que Kratos va glisser et de plus en plus le titan. Et puis That t'arrives looks- en haut et il y a un that's pont et amazing. tu traverses le pont et ça dézoome pour que tu vois bien le bâtiment et puis ça rezoome de fou parce qu'il y a Kratos qui soulève une porte et on laisse la caméra en arrière pour que tu puisses voir arriver le centaure. C'est sans arrêt, c'est non-stop. On a l'impression qu'il y a un petit caméraman volant qui suit le joueur de façon à toujours avoir un angle idéal où tu peux à la fois jouer et profiter au maximum du paysage. Sauf que évidemment non, c'est juste que tout a été prémédité. Les gens qui ont fait ce jeu ont fait un truc qui est long comme 5 ou 6 films mis bout à bout et ils ont réfléchi à pour chaque mètre carré quel est le meilleur angle. Avec l'handicap de fou de il doit toujours permettre de parfaitement voir où t'es et de parfaitement bien jouer. C'est un travail de titan, c'est vraiment un travail de titan. Et surtout, c'était pas nécessaire.
C'était pas nécessaire. Ils auraient pu faire 99% du niveau avec une vue à la troisième personne classique qui permet de gommer des ennemis et personne leur aurait rien dit. Ils se sont donné la peine de faire ça parce que c'est l'un des plus grands studios du monde qui faisait l'un des plus grands jeux de cette époque. See, man. Maintenant, même une quantité de travail aussi stupide que celle-là marche parce que t'es dans un niveau couloir. Parce que qu'est-ce que tu fais dans un open world? Wow. Non, sans rire. Oh, an open world, look at that. Quand il se balade plus dans un niveau, mais il se balade dans un monde. Et bah évidemment, il doit pouvoir compter sur la caméra tout le temps. Est-ce que c'est pas le moment d'accepter que c'est un jeu vidéo et que la caméra elle est pas là pour être esthétique? Parce que c'est pas le moment où on lâche l'affaire. Si t'es phénoménalement déter, mais vraiment phénoménalement déter, tu peux appliquer la stratégie Call of Duty de je construis mon niveau autour d'une scène et tu l'appliques à une région tout entière. Est-ce que vous avez déjà pensé à la topographie de Toussaint? No. But I mean, look at this game. Ok, j'ai pas la fibre et j'ai archi la flemme de passer 6 heures à retélécharger The Witcher 3. I did play some Witchers. I played Witcher 1 and 2. I never played 3. The Witcher 3 pour cette vidéo, donc j'utilise un montage que j'ai trouvé sur YouTube. Mais c'est pas grave, tout ce que vous avez besoin de voir est sur ce montage. Est-ce que vous remarquez que peu importe le paysage qu'il est en train de vous montrer, le gars, vous voyez des montagnes au fond? Oui. Comment ça se fait? What do you mean? Parce que j'ai des yeux et c'est là. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, putain de merde. Oui, c'est vrai. Vous voyez des montagnes au fond pour deux raisons. Déjà, il y a des montagnes partout. La map est entièrement entourée de montagnes. Et surtout, il n'y a rien de haut au milieu de la map pour vous empêcher de voir les montagnes qui sont au fond. C'est ça qui est important à remarquer. Tout ça est construit comme une cuvette. Tout No, never played Witcher 3. le relief est sur le côté. Wow. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la carte, il y a le château qui est immense et féerique et magnifique et qu'on peut voir de très loin. Et c'est le but. Parce que si toutes les montagnes sont sur le bord de la carte, il n'y a jamais rien pour cacher votre vue du château. Exactement comme à Disneyland. Walt Disney avait designé Disneyland exprès pour que le château soit visible de à peu près partout dans le parc. C'est des projets et Walt Disney mettent le château au milieu avec rien pour briser la ligne de vue pour exactement la même raison, qui est que si à n'importe quel moment tu peux lever les yeux et voir un château de conte de fées, ton cerveau se dit mais je suis dans un conte de fées. The games being made today, even the last 10 years, le boulot, c'est comme faire un film. C'est la même chose. It's that kind of work. I've seen it before. I forgot what game, but they were explaining what sometimes it's a team of 100 employees to make one game. What do you think Grand Theft Auto had? How many people are involved in that one? Oh, it's unbelievable. Méthode bonus. Unbelievable. En avoir absolument rien à foutre. Oh! Look. Speaking of. Pourquoi est-ce que la caméra cinématique dans GTA fait autant film? C'est très simple, elle fait les deux trucs qu'une caméra de jeu vidéo a jamais le droit de faire. Change d'angle toutes les 3 secondes et elle prend des angles où on voit que dalle. Elle est acceptée pour 2 raisons, qui est une, qu'on n'est jamais obligé de l'utiliser, et 2, c'est Rockstar. Ils font globalement ce qu'ils veulent. That would have been me. Parfois tu fais n'importe quoi avec la caméra et tu laisses pas le choix au joueur et ça marche parce que t'as créé le gameplay pour qu'il soit très tolérant, c'est pas grave. Nier Automata est un très bon exemple de ça. Vous vous souvenez de cette intro absolument incroyable avec les angles de caméra qui changent tout le temps, des fois c'est un shoot 'em up, des fois c'est à la 3e personne, truc de fou. Regardez ce joueur. C'est pas moi qui joue là, ce joueur, au moment où la caméra change d'axe, ce qu'elle n'est pas censée faire, alors qu'il reste des projectiles à l'écran, il se fait pousser sur les projectiles, pas parce qu'il est en train de bouger, juste parce que la caméra est en train de faire n'importe quoi. Sauf qu'à ce moment-là, il perd un 5e de sa vie, il se dit oh là là, le changement d'angle est incroyable, et c'est la meilleure intro que j'ai jamais vue. Il en a rien à foutre parce que les conséquences sont quasiment non existantes. Mais la conséquence pour le studio, c'est que l'expérience qu'ils ont designée fonctionne qu'à condition d'être globalement facile. Parce que la version de Nier Automata où tu te fais one shot par tout ce qui te frôle, elle existe. Et elle est vraiment pas marrante. That looks stupid. I wouldn't care about this game. Donc tu fais le mode très difficile et tu te rends compte qu'un mode, qui est déjà frustrant parce qu'il est très mal équilibré, devient proprement insupportable parce que le directeur se prend pour Tarantino. Ce dézoom dans le niveau avec l'usine, il est magnifique.
Il est magnifique. Est-ce que c'est pour dire qu'on est seul? Est-ce que c'est pour dire qu'on est insignifiant? Je sais pas. Je me suis pas posé la question. J'étais occupé à lancer ma manette contre le mur parce que maintenant les trucs qui peuvent me one-shot font 2 pixels de haut. Ce boss pareil. C'est stylé de l'affronter dans une tempête de poussière dans laquelle on voit que dalle. C'est juste, c'est pas stylé au moment où le frôlé te renvoie 15 minutes en arrière, c'est tout. Et c'est la deuxième fois de la vidéo que je reproche à un jeu de laisser la mise en scène un petit peu trop empiéter sur le gameplay. Et ils viennent du même endroit. What game is this? Ok, méthode 6. Je crois que c'est la 6ème. C'est la 6ème. Ok, ça va être un renvoi à la méthode 1. Il y a autre chose que la couleur qui se remarque peu importe ce que fait la caméra. La musique? Ok, techniquement le son, ça se regarde pas. Est-ce que c'est encore de la magie du cinéma? C'est vrai que les premières définitions de la mise en scène comprenaient uniquement ce qu'on pouvait voir dans une scène, mais ça marche, regardez. Début de Bodyguard. Ok, on essaye de nous dire que le personnage il a été traumatisé par la guerre. Un réalisateur pas inspiré nous l'aurait foutu 5 minutes dans une pièce avec un psychiatre et il aurait dit oh là là, la guerre, les cauchemars, tout ça. À la place quoi? À la place, le train dans sa tête fait pas des bruits de train. C'est simple, c'est court, c'est élégant, ça marche. C'est le même art de dire des trucs sans avoir à parler. De la même façon, regardez comment Ridley Scott utilise d'un côté la cacophonie et de l'autre le silence pour présenter les Somaliens et les Américains, qui sont les deux camps qui s'apprêtent à se rentrer dedans. Nah. C'est pas fou de se dire qu'on peut savoir qu'on est passé d'un camp à l'autre juste en regardant le spectrogramme de la scène? Moi je trouve ça fou, moi je trouve ça incroyable. Et dans le jeu vidéo, miracle, t'as presque autant de liberté en matière de musique qu'au cinéma, presque hein. Évidemment, écoutez suffisamment de soundtrack et vous réaliserez que c'est super déséquilibré, c'est 99% de musique d'ambiance pour genre 1% de vrais sons de 3 minutes avec des paroles, parce que les musiques d'ambiance elles vont mieux sur le gameplay, ils subissent aussi la tyrannie du gameplay, mais en vrai, ils sont quand même beaucoup plus libres et donc ils peuvent faire plein de choses. Wow. Si vous avez jamais joué à Zelda Majora's Mask, le principe est qu'au bout de 3 jours, c'est la fin du monde. Au bout de 3 jours, il y a une lune absolument terrifiante qui s'écrase sur nous et tout le monde meurt. Et si vous trouvez pas comment l'arrêter en 3 jours, c'est fin du monde et retour à la case départ parce qu'on est dans une boucle temporelle. Bref, je suis un compositeur talentueux. J'aimerais que la musique de la ville principale du jeu participe au stress de la situation. Du coup, voilà le thème de Bourg-Clocher, qui est la ville du jeu, le premier jour. This is Zelda? Y a aucun souci, écoutons la musique du deuxième jour. Yes, it's getting better. Ça va plus vite, comme si d'un coup les musiciens s'étaient rendus compte qu'ils ont plus de temps que ça. Il y a plusieurs instruments qui se sont barrés, ça lui donne un côté vide et inquiétant, mais surtout maintenant, il y a ces espèces de sons dissonants à l'arrière, toujours derrière l'oreille, toujours en train de déranger. He's swinging with his hat. The hat is killing the enemies. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Il a des grosses couilles à gauche. Ce sont des énormes couilles. Pourquoi? Et le résultat, c'est que ça représente parfaitement l'état d'esprit des habitants qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal, mais qui savent pas ce qu'ils peuvent y faire. Et donc, ils essayent juste de pas y penser. Et puis, il y a le jour 3. Et alors là, la musique du jour 3, elle tape cet équilibre improbable entre léger et ultra menaçant. Ah, ouais. On bouge maintenant. Maintenant, ça bouge. J'avais jamais entendu une musique dire à la fois « cours pour ta vie » et « allonge-toi au soleil » avant d'entendre Majora's Mask. Non seulement ça fait transpirer la première fois, mais l'immense avantage de la musique, c'est qu'on s'y fait jamais vraiment. Parce qu'après une quinzaine d'heures sur le jeu, on finit par s'habituer à boucle temporelle, fin du monde, je l'ai déjà fait 8 fois. Mais il y a quelque chose dans le fait de débouler sur la place du village et de se faire accueillir par ça. Qui continue d'être terrifiant après 1, après 5 ou après 15 heures. Ok. Dans Journey, vous pouvez communiquer avec votre coéquipier, mais pas en parlant, en faisant des petits bruits. Vous pouvez faire des blim blim blam. Ok? Voilà une utilisation du son qui serait impossible dans un film, qui est purement vidéoludique. Ces blip blip blap seront toujours dans la tonalité de la musique qui joue pendant le niveau que vous êtes en train de faire.
Ça veut dire que les notes vont avec la musique. Ça veut dire que vous et votre coéquipier, en vous parlant, vous rajoutez sur le thème de base des notes que personne d'autre entendra. Ça veut dire qu'à vous deux, vous créez une musique qui n'appartient qu'à vous. So what? Exemple vachement connu, mais dans Dark Souls 1, à chaque fois que tu affrontes un boss, les musiques généralement elles ressemblent à ça. Et puis t'arrives sur le boss de fin, dernier combat, le plus glorieux de tous, et la musique elle ressemble à ça. Okay. Parce que tu t'es fait avoir. Peu importe qui tu as cru, peu importe quelle fin t'es sur le point de débloquer, ça ne va pas bien finir. Mais tu le sais pas à ce moment-là. Vraiment à ce moment-là, c'est ta première partie, tu penses que t'es un héros et que t'es à 2 secondes de sauver le monde. Et le premier élément qui t'indique... He just stabbed him to death and shit. And the guy got up, he's like, alright, I'm gonna keep fighting. Que ça ne peut pas bien finir, c'est la musique. Wow. Ok, côté sound design, c'est très simple. Quand on me demande c'est quoi le sound design qui t'a le plus marqué en 20 ans d'existence, c'est le bruit des clickers dans The Last of Us. C'est si terrifiant et en même temps si unique que j'ai fait ce game une fois, c'était il y a 12 ans, je m'en souviens, je n'oublierai jamais ce son. Je sais déjà que j'oublierai jamais ce son. Je sais déjà que si on me pose la question sur mon lit de mort, c'est quoi le bruit des clickers, je peux te faire ce What game is this? truc qui est horrible. It does sound terrible. He's got to admit, that's good. Damn. Toujours sound design, tout Elite Dangerous est absolument hors du commun. Elite Dangerous, le sound design est vraiment... Alors si vous êtes au bon endroit pour voir un vaisseau géant qui finit son bond dans l'hyperespace, non seulement vous entendez les protestations de l'univers entier dans lequel on a percé un trou, mais vous entendez les grincements de la coque qui vous font réaliser en résonnant à travers l'espace à quel point le truc est immense. It's pretty big. Ok, ultime méthode. À la base, je voulais pas faire cette dernière méthode parce que... Voilà, méthode 7. On va arrêter là, because I have to go to sleep. I have to get up, I have to go to work tomorrow. C'est la merde. Je sais, c'est con. Le boulot, c'est la merde. Et c'est con. Les deux. But anyway, you know what's not la merde? The great review. Always amazing. This is very interesting video. So, ben voilà, we did part 1. We're going to check out part 2. And, you know, it's, of course, it's in great detail, like he always does. He keeps you glued to the screen, like, but not this time, buddy. Not this time, because I don't have a choice. I have to go to sleep. Me, he keeps you glued to the screen. And I know how complicated and amazing it is, the production of a game. Je sais. But now, you see, this guy's doing it beautifully. All the methods of all the work to make a game be like a film. But look, just make a film. It's the same damn thing. Anyway, on va arrêter et on continue demain. OK? Bonsoir, à la prochaine.